8. Le lendemain, dès l'aube, ce fut Serge qui appela Albine. Elle dormait dans une chambre de l'étage supérieur, où il n'eut pas l'idée de monter. Il se pencha à la fenêtre, la vit qui poussait ses persiennes, au saut du lit. Et tous deux rirent beaucoup, de se retrouver ainsi. « Aujourd'hui, tu ne sortiras pas, dit Albine, quand elle fut descendue. Il faut nous reposer. Demain, je veux te mener loin, bien loin, quelque part où nous serons joliment à notre aise. Mais nous allons nous ennuyer, murmura Serge. Oh! Que non! Je vais te raconter des histoires. Ils passèrent une journée charmante. Les fenêtres étaient grandes ouvertes, le Paradou entrait, riait avec eux, dans la chambre. Serge prit enfin possession de cette heureuse chambre, où il s'imaginait être né. Il voulut tout voir, tout se faire expliquer. Les amours de plâtre, culbutés au bord de l'alcôve, l'égayèrent au point qu'il monta sur une chaise pour attacher la ceinture d'Albine au cou du plus petit d'entre eux, un bout d'homme, le derrière en l'air, la tête en bas, qui polissonnait. Albine tapait des mains, criait qu'il ressemblait à un hanneton tenu par un fil. Puis, comme prise de pitié, non, non, détache-le. Ça l'empêche de voler. Mais ce furent surtout les amours peints au-dessus des portes qui occupèrent vivement Serge. Il se fâchait de ne pouvoir comprendre à quel jeu il jouait, tant les peintures étaient pâlies. Aidé d'Albine, il roula une table, sur laquelle ils grimpèrent tous les deux. Albine donnait des explications. « Regarde, ceci jette des fleurs. Sous les fleurs, on ne voit plus que 3 jambes nues. Je crois me souvenir qu'en arrivant ici, j'ai pu distinguer encore une dame couchée. Mais, depuis le temps, elle s'en est allée. » Ils firent le tour des panneaux, sans que rien d'impur leur vînt de ces jolies indécences de boudoir. Les peintures, qui s'émiettaient comme un visage fardé du XVIIIe siècle, étaient assez mortes pour ne laisser passer que les genoux et les coudes des corps pâmés dans une luxure aimable. Les détails trop crus, auxquels paraissait s'être complu l'ancien amour dont l'alcôve gardait la lointaine odeur, avaient disparu, mangés par le grand air, si bien que la chambre, ainsi que le parc, étaient naturellement redevenus vierges, sous la gloire tranquille du soleil. « Bah! Ce sont des gamins qui s'amusent, dit Serge, en redescendant de la table. Est-ce que tu sais jouer à la main chaude, toi? Albine savait jouer à tous les jeux. Seulement, il fallait être au moins 3 pour jouer à la main chaude. Cela les fit rire. Mais Serge s'écria qu'on était trop bien 2, et ils jurèrent de n'être toujours que 2. On est tout à fait chez soi, on n'entend rien, reprit le jeune homme, qui s'allongea sur le canapé. Et les meubles ont une odeur de vieux qui sent bon. C'est doux comme dans un nid. Voilà une chambre où il y a du bonheur. La jeune fille hochait gravement la tête. Si j'avais été peureuse, murmura-t-elle, j'aurais eu bien peur, dans les premiers temps. C'est justement cette histoire-là que je veux te raconter. Je l'ai entendue dans le pays. On ment peut-être. Enfin, ça nous amusera. Et elle s'assit à côté de Serge. Il y a des années et des années. Le Paradou appartenait à un riche seigneur qui vint s'y enfermer avec une dame très belle. Les portes du château étaient si bien fermées, les murailles du jardin avaient une telle hauteur, que jamais personne n'apercevait le moindre bout des jupes de la dame. Je sais, interrompit Serge, la dame n'a jamais reparu. Comme Albine le regardait toute surprise, fâché de voir son histoire connue, il continua à demi-voix, étonné lui-même. Tu me l'as déjà raconté, ton histoire. Elle protesta. Puis, elle parut se raviser, elle se laissa convaincre. Ce qui ne l'empêcha pas de terminer son récit en ces termes, quand le seigneur s'en alla, il avait les cheveux blancs. Il fit barricader toutes les ouvertures, pour qu'on n'allât pas déranger la dame. La dame était morte dans cette chambre. Dans cette chambre, s'écria Serge. Tu ne m'avais pas dit cela. Es-tu sûr qu'elle soit morte dans cette chambre? Albine se fâcha. Elle répétait ce que tout le monde savait. Le seigneur avait fait bâtir le pavillon, pour y loger cette inconnue qui ressemblait à une princesse. Les gens du château, plus tard, assuraient qu'il y passait les jours et les nuits. Souvent aussi, il l'apercevait dans une allée, menant les petits pieds de l'inconnu au fond des taillis les plus noirs. Mais, pour rien au monde, il ne se serait hasardé à guetter le couple, qui battait le parc pendant des semaines entières. Et c'est là qu'elle est morte, répéta Serge, l'esprit frappé. Tu as pris sa chambre, tu te sers de ses meubles, tu couches dans son lit. Albine souriait. Tu sais bien que je ne suis pas peureuse, dit-elle. Puis, toutes ces choses, c'est si vieux. La chambre te semblait pleine de bonheur. Ils se turent, ils regardèrent un instant l'alcôve,
le haut plafond, les coins d'ombre grise. Il y avait comme un attendrissement amoureux, dans les couleurs fanées des meubles. C'était un soupir discret du passé, si résigné, qu'il ressemblait encore à un remerciement tiède de femme adorée. « Oui, » murmura Serge, « on ne peut pas avoir peur. C'est trop tranquille. » Et Albine reprit en se rapprochant de lui, ce que peu de personnes savent, c'est qu'ils avaient découvert dans le jardin un endroit de félicité parfaite, où ils finissaient par vivre toutes leurs heures. Moi, je tiens cela d'une source certaine. Un endroit d'ombre fraîche, caché au fond de broussailles impénétrables, si merveilleusement beau, qu'on y oublie le monde entier. La dame a dû y être enterrée. Est-ce dans le parterre ? Demanda Serge curieusement. Ah ! Je ne sais pas, dit la jeune fille, avec un geste découragé. J'ai cherché partout, je n'ai encore pu trouver nulle part cette clairière heureuse. Elle n'est ni dans les roses, ni dans les lits, ni sur le tapis des violettes. Peut-être est-ce ce coin de fleurs tristes, où tu m'as montré un enfant debout, le bras cassé ? Non, non. Peut-être est-ce au fond de la grotte, près de cette eau claire, où s'est noyée cette grande femme de marbre, qui n'a plus de visage. Non, non. Albine resta un instant songeuse. Puis, elle continua, comme se parlant à elle-même, dès les premiers jours, je me suis mise en quête. Si j'ai passé des journées dans le Paradou, si j'ai fouillé les moindres coins de verdure, c'était uniquement pour m'asseoir une heure au milieu de la clairière. Que de matinées perdues vainement à me glisser sous les ronces, à visiter les coins les plus reculés du parc. Oh ! Je l'aurais vite reconnu, cette retraite enchantée, avec son arbre immense qui doit la couvrir d'un toit de feuilles, avec son herbe fine comme une peluche de soie, avec ses murs de buissons verts que les oiseaux eux-mêmes ne peuvent percer. Elle jeta l'un de ses bras au cou de Serge, élevant la voix, le suppliant, dit « Nous sommes deux maintenant, nous chercherons, nous trouverons. Toi qui es fort, tu écarteras les grosses branches devant moi, pour que j'aille jusqu'au fond des forêts. Tu me porteras, lorsque je serai lasse, tu m'aideras à sauter les ruisseaux, tu monteras aux arbres, si nous venons à perdre notre route. Et quelle joie, lorsque nous pourrons nous asseoir côte à côte, sous le toit de feuilles, au centre de la clairière. On m'a raconté qu'on vivait là dans une minute toute une vie. Dis. Mon bon Serge, dès demain, nous partirons, nous battrons le parc broussaille à broussaille, jusqu'à ce que nous ayons contenté notre désir. Serge haussait les épaules, en souriant. À quoi bon, dit-il. N'est-on pas bien dans le parterre ? Il faudra rester avec les fleurs, vois-tu, sans chercher si loin un bonheur plus grand. C'est là que la morte est enterrée, murmura Albine, retombant dans sa rêverie. C'est la joie de s'être assise là qui l'a tuée. L'arbre a une ombre dont le charme fait mourir. Moi, je mourrais volontiers ainsi. Nous nous coucherions au bras l'un de l'autre, nous serions morts, personne ne nous trouverait plus. Non, tais-toi, tu me désoles, interrompit Serge inquiet. Je veux que nous vivions au soleil, loin de cette ombre mortelle. Tes paroles me troublent, comme si elles nous poussaient à quelque malheur irréparable. Ça doit être défendu de s'asseoir sous un arbre dont l'ombrage donne un tel frisson. Oui, c'est défendu, déclara gravement Albine. Tous les gens du pays m'ont dit que c'était défendu. Un silence se fit. Serge se leva du canapé où il était resté allongé. Il riait, il prétendait que les histoires ne l'amusaient pas. Le soleil baissait, lorsqu'Albine consentit enfin à descendre un instant au jardin. Elle le mena, à gauche, le long du mur de clôture, jusqu'à un champ de décombres, tout hérissé de ronces. C'était l'ancien emplacement du château, encore noir de l'incendie qui avait abattu les murs. Sous les ronces, des pierres cuites se fendaient, des éboulements de charpente pourrissaient. On eût dit un coin de roches stériles, ravinées, bossuées, vêtues d'herbes rudes, de lianes rampantes qui se coulaient dans chaque fente comme des couleuvres. Et ils s'égayèrent à traverser en tous sens cette fondrière, descendant au fond des trous, flairant les débris, cherchant s'ils ne devineraient rien de se passer en cendres. Ils n'avouaient pas leur curiosité, ils se poursuivaient au milieu des planchers crevés et des cloisons renversées, mais, à la vérité, ils ne songeaient qu'aux légendes de ces ruines, à cette dame plus belle que le jour, qui avait traîné sa jupe de soie sur ses marches, où les lézards seuls aujourd'hui se promenaient paresseusement. Serge finit par se planter sur le plus haut tas de décombres, regardant le parc qui déroulait ses immenses nappes vertes, cherchant entre les arbres la tache grise du pavillon. Albine se taisait, debout à son côté, redevenue sérieuse. Le pavillon est là, à droite, dit-elle, sans qu'il l'interrogeât. C'est tout ce qui reste des bâtiments. Tu le vois bien, au bout de ce couvert de tilleuls ? Ils gardèrent de nouveau le silence.
Et comme continuant à voix haute les réflexions qu'ils faisaient mentalement tous les deux, elle reprit, quand il allait la voir, il devait descendre par cette allée, puis, il tournait les gros marronniers, et il entrait sous les tilleuls. Il lui fallait à peine un quart d'heure. Serge n'ouvrit pas les lèvres. Lorsqu'ils revinrent, ils descendirent l'allée, ils tournèrent les gros marronniers, ils entrèrent sous les tilleuls. C'était un chemin d'amour. Sur l'herbe, ils semblaient chercher des pas, un nœud de ruban tombé, une bouffée de parfum ancien, quelque indice qui leur montra clairement qu'ils étaient bien dans le sentier menant à la joie d'être ensemble. La nuit venait, le parc avait une grande voix mourante qui les appelait du fond des verdures. « Attends, dit Albine, lorsqu'ils furent revenus devant le pavillon. Toi, tu ne monteras que dans 3 minutes. Elle s'échappa gaiement, s'enferma dans la chambre au plafond bleu. Puis, après avoir laissé Serge frapper 2 fois à la porte, elle l'entrebâilla discrètement, le reçut avec une révérence à l'ancienne mode. « Bonjour, mon cher seigneur, dit-elle en l'embrassant. Cela les amusa extrêmement. Ils jouèrent aux amoureux, avec une puérilité de gamins. Ils bégayaient la passion qui avait jadis agonisé là. Ils l'apprenaient comme une leçon qu'ils annonnaient d'une adorable manière, ne sachant point se baiser aux lèvres, cherchant sur les joues, finissant par danser l'un devant l'autre, en riant aux éclats, par ignorance de se témoigner autrement le plaisir qu'ils goûtaient à s'aimer.